J'imagine que comme moi, il vous arrive d'être stressé, c'est le propre de l'être humain. Et peut-être que vous avez entendu parler du nerf vague. Peut-être que c'est un mot que vous connaissez mal, de nom. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ludovic Leroux, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Le nerf vague, Adieu, stress, anxiété et timidité, qui est sorti aux éditions Erol. Et ensemble, on va apprendre à mieux comprendre ce que c'est que ce nerf vague, comment fonctionne notre système nerveux autonome, comment on fait surtout pour réguler son système, quelles sont les différentes techniques, quel est le lien avec le bonheur, la joie, avec nos systèmes d'attachement. Bref, vous allez voir, c'est hyper complet, c'est hyper intéressant et je vous laisse l'écouter. Allez Blanc, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ludovic. Salut Greg. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, hein. Je suis en pleine forme, donc ravi d'être là avec toi. Pareil, pas trop de stress? Non, en fait, moi, je stresse, j'ai du mal à stresser, quoi. C'est limite, à un moment donné, je me dis, pourquoi je stresse pas? Et c'est comme si c'était pas normal. Mais non, je suis content d'être là et c'est plus de l'excitation que du stress. Ah bah génial. L'excitation, c'est une forme de stress, quelque part c'est aussi. c'est du stress avec l'énergie qui sort. Hein. Souvent, le stress, c'est l'énergie, elle sort pas. Et là, l'excitation, elle est là. Elle nous sert à quelque chose, finalement, cette énergie du stress. Donc, c'est bien. Justement, on va beaucoup parler de stress ensemble. Parce qu'on va parler du nerf vagal, ouais. du nerf vague, du nerf vagal et de tous les sujets qui sont associés au système nerveux. Comment ça se génère justement le stress? Le stress, c'est vraiment un signal d'insécurité. On doit vraiment le prendre comme une information, comme quoi il y a une insécurité qui peut être réelle ou imaginaire, hein, mais qui nous met en danger. Alors ça peut être un danger physique, hein. Alors, on peut avoir un stress parce qu'il y a quelque chose qui peut remettre justement en cause notre vie, mais c'est surtout pour nous éviter de souffrir finalement là où le stress intervient. Donc tout ce qui peut être désagréable, tout ce qu'on redoute dans la vie, eh bien, notre système nerveux, lui, il va le prendre comme si on était en danger de mort, et puis, il vient nous alerter. Donc, il faut vraiment le prendre comme une alerte, et on en parlera, mais la principale problématique, c'est qu'on réagit comme si on allait être en danger de mort. C'est notre réaction qui a un problème, c'est pas le stress. Donc c'est important, voilà, de pouvoir le laisser tranquille un peu, lui, parce qu'il fait son job, mais c'est nous, on le comprend pas très bien. Et d'ailleurs, il y a une information qui m'a marqué au début du livre, qui est que c'est principalement le corps qui communique vers le cerveau et pas l'inverse. Alors qu'on a tendance à penser que notre cerveau est tout puissant et que le cerveau domine tout le reste, quasiment. On est tellement dans nos têtes. Et finalement, ce que toi tu dis dans le bouquin, c'est plutôt à 80% dans l'autre sens. Ça, c'est à cause des scientifiques aussi, hein, parce qu'ils sont d'abord occupés du cerveau et ils ont observé le corps d'un point de vue moteur. Et donc, c'est vraiment la communication entre le cerveau et le corps. C'est-à-dire comment le corps va mettre en marche ce que le cerveau a décidé. Et puis, quand il y en a certains qui se sont dit, on va aller voir l'inverse, et puis on va aller voir le corps sensitif. Et voilà comment le corps peut capter des informations et les envoyer vers le cerveau. C'est de là où tout d'un coup on a découvert qu'il y avait des neurones dans nos intestins, qu'il y avait des neurones dans notre corps, dans notre cœur, et que finalement, par rapport à ce nerf vague, oui, il y a 80% des informations qui vont du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc moi qui venais des neurosciences et qui misais tout sur mon cerveau, tout de suite je me suis dit mince, peut-être que j'aille voir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça qui m'a amené aussi à pouvoir me renseigner sur ce système nerveux, ce nerf vague et le corps. Alors une question qu'on t'a posée après 50 000 fois, mais comment tu définis facilement ce que c'est que le nerf vague et le système nerveux autonome? Alors, le nerf vague, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on va parler de physiologie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de concept, c'est des choses qui existent en nous, le nerf vague. Bien sûr. C'est un nerf qui relie en fait le cerveau et tous nos organes. Donc, c'est le nerf le plus long du corps. Et il part à la base de notre cerveau et ensuite il va être relié au cœur, aux intestins, au foie, à la rate, enfin tous nos organes. Et c'est un petit peu comme notre système nerveux, comme l'accélérateur et le frein d'une voiture. C'est-à-dire que le système nerveux, ce qu'on appelle sympathique, c'est l'accélérateur, c'est celui qui va nous mettre en mouvement. Là, quand il y a du stress et que ça nous excite, c'est lui qui va s'activer. Donc c'est lui qui dépense de l'énergie, qui est à fond. Et l'autre côté, qu'on appelle le parasympathique, c'est là où il y a le nerf vague. Moi, je le considère comme le chef, on va dire, de la tribu des parasympathiques. Eh bien, lui, c'est le frein.
C'est lui qui va nous permettre de revenir au calme, de revenir au repos une fois que l'insécurité est bien gérée. Et c'est ça qu'on a du mal à faire en fait. On a tendance aujourd'hui encore plus avec la surstimulation, eh bien d'être beaucoup en mode sympathique, activé. Et finalement, on a du mal à revenir au calme. C'est pour ça que ça engendre beaucoup de problèmes, que ce soit de santé, psychologique, émotionnel, parce que notre corps est finalement constamment en insécurité. Pour reprendre l'exemple, et parce que tu le prends dans le livre, on va prendre celui de la biche qui est attaquée par un lion. Ouais. Enfin, je sais pas si une biche ça peut être attaquée par un lion, mais une biche qui est attaquée par des loups, c'est peut-être plus juste. En fait, elle est tranquille, elle broute son herbe, etc. D'un coup, elle sent sans doute le loup, elle le voit, mais elle sans doute le sentir, et elle s'enfuit, donc elle a son système... donc sympathique si je me trompe pas trop, qui se met en route, mais elle peut retourner très rapidement au parasympathique, c'est-à-dire que d'un coup, si elle est plus en danger, si elle n'a pas été tuée, elle retourne au calme. Et en fait, l'humain, lui, enfin nous donc, je me compte à l'intérieur, toi aussi, on a du mal à faire ça. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que des animaux classique, on va dire, arrive à le faire, et nous, pourquoi on n'y arrive plus? En fait, on ne fonctionne pas sur le même type d'intelligence. Eux, ils fonctionnent sur une intelligence instinctuelle, donc leur instinct, c'est-à-dire qu'à travers leur système nerveux, va les prévenir qu'ils ne sont plus en danger, donc ils reviennent en sécurité, normal. Alors que nous, on va fonctionner sur une intelligence mentale, et on va chercher du sens à ce qui vient d'arriver. Limite, ce serait la biche, elle se dirait, mais pourquoi le loup, il m'en veut, quoi? Pourquoi il m'aime pas? Pourquoi je suis pas aimé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de particulier, moi, pour qu'il s'en prenne à moi? La biche, elle fera jamais ça, parce que, le loup, il bouffe les biches, et donc, elle fait son job. Mais nous, on commence à se demander, c'est quoi le sens de ce qui nous arrive? Et c'est pour ça qu'on maintient, cette insécurité en nous, parce que, sans se rendre compte, on va dire à notre système nerveux, écoute, on reste en mode vigilance, parce qu'on sait jamais. C'est comme si la biche elle disait on sait jamais, moi je broute plus maintenant, je garde la tête haute parce qu'on sait jamais s'il y a un loup. À un moment donné elle va mourir. Et donc on a ce problème-là, il faut retourner vers quelque chose de plus instinctuel dans nos ressentis plutôt que de chercher du sens à tout. Et ça malheureusement on l'a appris depuis tout petit, ce qui fait que ça vient justement déréguler notre système nerveux parce que lui il est en train de nous dire c'est bon, il n'y a plus de danger. Mais nous, on est en train de justement dire attends, on ne sait jamais, reste en mode vigilance. Et ça vient déréguler ce système nerveux qui, normalement, nous ferait revenir en mode repos. Mais ça, on le vit tous. Tu as quelqu'un qui te fait une queue de poisson le matin, tu vas en parler jusque le soir, quoi. Alors que c'est terminé. Alors qu'en fait, il ne fait pas la queue de personne à toi, il fait la queue de personne dans l'absolu, parce que lui, il est sur sa ligne à lui, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est quelque chose, on va le raconter au boulot, c'est pas ce qui m'est arrivé. Et puis, on continue avec ces histoires. Et puis surtout, on essaye, c'est une partie du cerveau qui s'appelle l'ergnosie qui donne du sens. Il faut donner du sens. Et donc, il est là pour expliquer pourquoi on a vécu ça. Alors qu'on aurait juste besoin de passer à autre chose. Mais alors, est-ce qu'il faudrait, idéalement, ne pas se poser trop de questions ? Ouais, idéalement, ouais. Mais comme on est fait pour se poser des questions, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre pour se protéger plutôt que de laisser notre système nerveux nous protéger. Tu sais, notre système nerveux, lui, il est là, c'est ce système nerveux autonome, il est là pour justement nous maintenir en survie. Et il le fait très bien avec notre rythme cardiaque, notre circulation sanguine, la température du corps. C'est lui qui s'occupe de ça. Et il le fait très bien. Heureusement que c'est pas nous qui le faisons, parce que imagine la charge mentale si chaque jour on devait se dire attends, quelle température, et finalement il le fait très bien. Alors je vois pas pourquoi on lui laisserait pas encore la responsabilité de pouvoir gérer aussi les situations d'insécurité et qui nous disent c'est bon, on revient au calme parce que là il y a plus de danger, plutôt que de repartir tout de suite en mode insécurité. Mais alors comment on peut faire pour faire en sorte que ça arrive, ce que tu décris, c'est-à-dire que je laisse mon système nerveux, mon système parasympathique décider pour moi de la remise au calme. Parce qu'en fait, en général, en tout cas pour moi, pour me remettre au calme, ça passe par le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, je vais visualiser, je vais imaginer des scènes dans lesquelles, par exemple pour m'endormir, je vais imaginer une scène dans laquelle je suis en sécurité, je suis au calme, et c'est comme ça que je m'endors.
Et ça a toujours été comme ça depuis que je suis tout petit. Mais ce que tu dis, toi, c'est que le système parasympathique, il pourrait le faire lui-même. Simplement, comment tu peux lui donner cette possibilité? À travers ce que tu dis, tu verras, c'est une des portes d'accès au système parasympathique à travers justement notre mental. On va l'utiliser quand même. Il va nous servir un petit peu. Non, parce qu'après, notre ego, il va pas être content. Donc, on va quand même lui dire qu'il peut nous servir à quelque chose. Donc, on va l'utiliser. On va l'utiliser justement comme porte de conscience. C'est-à-dire, voilà, on a conscience que je suis en train de vivre ça, je suis en train de me dire ça, j'ai ces émotions-là. Donc, c'est un moyen pour nous, voilà, d'avoir conscience de l'expérience qu'on est en train de faire. Si je me dis je suis nul, j'y arriverai jamais, soit je réagis à ça, ou soit je me dis tiens, je suis dans un état qu'on appelle vagal dorsal, dans lequel je suis en train justement de me limiter, de m'inhiber pour ne pas passer à l'action, pour me protéger de quelque chose dont j'ai pas conscience peut-être et qui me fait peur. Et ça me permet tout de suite déjà de pouvoir avoir conscience de l'expérience que je suis en train de faire et non de qui je suis dans cette situation. Et donc on peut passer, on peut utiliser, on va justement l'utiliser pour justement savoir, tiens, les pensées que j'ai, les émotions, et puis après, si on va plus loin, on peut aller les comportements, les sensations qui vont nous permettre, voilà, de savoir quelle expérience on est en train de vivre. Et toi, dans ta situation, eh bien, tu vas pouvoir utiliser justement ton mental pour aller rechercher une ressource dans laquelle tu as été justement dans un état de sécurité et de bien-être. Et comme on ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, notre système nerveux, lui, va répondre comme si on y était. Et c'est ça qui va t'aider justement à pouvoir revenir au calme aussi. D'ailleurs, tu parles des pensées limitantes, enfin là tu viens d'en parler, des croyances limitantes d'ailleurs. Comment, parce qu'en fait tu dis il faut réussir à les déterminer, parfois on a du mal à faire la différence entre les croyances limitantes et qui nous sommes précisément, en tout cas notre être intérieur. Est-ce que toi tu as une méthode pour faire la différence? Comment tu arrives à définir ces croyances limitantes? Parce qu'une fois qu'elles sont définies, je pense que c'est beaucoup plus simple de les dépasser, pas toujours, mais un tout petit peu plus simple quand tu les as définies, quand tu en as conscience, que quand tu fonctionnes avec des croyances limitantes. Ce qui est le cas de plein de gens en réalité. Alors, au niveau de notre système nerveux, au niveau en général de la neurobiologie, c'est le fonctionnement entre le cerveau et le corps. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas on ne parle pas de croyances limitantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de positif ou négatif. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est une émotion. C'est-à-dire que si tu demandes à la colère, pourquoi t'es si mauvaise, elle va dire, mais non, je fais mon job de colère, j'apporte de l'énergie pour pouvoir justement nous protéger. Si je demande à la tristesse, pourquoi tu viens à ce moment-là, j'ai pas besoin de toi, si, puisque je réagis à la situation. Donc, que ce soit les émotions, les pensées, les croyances, dans le monde de la neurobiologie, il n'y a pas de positif ou négatif ou limitant, dynamisant, etc. Il y a une expérience que l'on est en train de faire. Et c'est notre relation à l'expérience qui va faire que c'est positif ou négatif. Si on prend les croyances limitantes, eh bien, finalement, ce sont des croyances de protection. Ils nous protègent de quelque chose, ça nous emmerde parce que ça nous limite dans ce qu'on veut, mais il y a une fonction derrière. Et tout notre travail, c'est justement de pouvoir, à travers ces connaissances et cette compréhension, de pouvoir voir non pas nos croyances comme des limites, même si là maintenant elles sont en train de me limiter, donc ne pas voir la conséquence de ces croyances, mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces croyances? Quelle est la peur? Qu'est-ce que je redoute? Et si je crois que j'y arriverai jamais, eh bien c'est sûrement qu'à un moment donné j'ai fait l'expérience que si je commence à m'engager dans une situation, je peux être déçu. Si j'ai peur de la déception, eh bien mon système nerveux va me protéger de la déception, et un moyen de ne pas être déçu, c'est de rien faire. Donc du coup, je vais développer une croyance qui va être j'y arriverai jamais. Sauf que moi, dans la vie, j'ai envie d'y arriver, mais je suis conditionné pour ne pas y arriver parce que ça me protège d'expériences que j'ai faites qui vont me faire souffrir. Je comprends. C'est quoi le lien entre le nerf vague et j'ai pas envie de dire le bonheur, mais plutôt la joie, parce que le bonheur, c'est très relatif, mais plutôt la joie, c'est-à-dire un sentiment que tu peux ressentir de manière régulière, on va dire. Dans le nerf vague, en fait, et notamment les recherches grâce à la théorie polyvagale de Stephen Porges, déjà il a identifié que le nerf vague il y avait deux parties. Il y avait une partie, ce qu'on appelle vagal ventral et vagal dorsal. Et en fait, le lien entre le nerf vague et la joie, il se situe dans le vagal ventral.
Le vagal ventral, c'est un état dans lequel on est en sécurité. Donc c'est la biche, voilà, qui retourne brouter, et du coup, voilà, il n'y a pas de signaux d'insécurité. Donc notre système nerveux n'est pas en agitation, en activation, donc on peut revenir au calme. Et c'est le seul état où on peut vivre de l'amour, de la joie, de la compassion, de la gratitude, parce qu'on n'est pas en train de se protéger, on est au contraire connecté à l'extérieur. On est ouvert. Et comme on est ouvert, eh bien, on peut vivre ces émotions-là. Parce que dans la vie, soit on crée, soit on se protège. Donc, quand je me protège, je peux pas être dans la joie, l'amour, parce que je suis en train de me protéger. Je suis en train de me méfier des gens, de me méfier de moi. Et donc, je peux pas être dans cet espace-là. Et souvent, on va me dire, oui, que ce soit l'amour, la joie, comment je peux être plus joyeux? Eh bien, entraîne-toi à développer cet état de vagal ventral, parce que c'est là où la joie, elle est naturelle, plutôt que d'aller chercher après des ressources de plaisir. Et là, on peut faire la différence entre la joie et le plaisir. Hein, et tu parlais du bonheur, on peut même aller plus loin. C'est-à-dire que pour moi, pas pour moi, mais le système nerveux n'est pas fait pour nous rendre heureux. Lui, son job, c'est de nous maintenir en vie le plus longtemps possible. Si t'es pas heureux, il s'en fout. Lui, tant que tu vis le plus longtemps possible, c'est son job. Et finalement, ce que j'observe, c'est que plus on va être justement dans cet état de vagal ventral, plus on va être dans la joie, dans l'amour, et ben, les conséquences, ça va être que je vais être plutôt heureux. Hein, et la deuxième chose, c'est plus je maîtrise aussi mes autres états, mes états d'insécurité, c'est-à-dire que je sais passer de l'insécurité à la sécurité, et plus je vais aussi développer un état de confiance, de bien-être, parce que mon but, ça va pas être d'éviter ce qui me fait souffrir. Mon but, ça va être justement d'être meilleur avec ce qui me fait souffrir, parce que je suis capable de pouvoir entrer et sortir. Et donc, c'est ça qui va me donner cet état de bien-être. J'ai une question sans doute un peu idiote, mais je pense que d'autres personnes qui nous écoutent l'auront aussi. Alors du coup, je la pose. Est-ce qu'il y a une différence entre le vagal ventral et la branche parasympathique? Parce que du coup, tu disais que la branche parasympathique, c'est la branche, le parasympathique, c'est la branche où tu es relax. Et tu décris la même chose avec le vagal ventral. Alors du coup, je sais plus très bien comment je différencie les deux. En fait, la branche parasympathique, elle est composée de 12 nerfs crâniens, dont fait partie le nerf vague. C'est pour ça que j'appelle le chef, parce que c'est le numéro 10, comme Zidane, si vous voulez garder en tête. Pour les fans de foot. Voilà, pour les fans de foot. Ouais. Lui, c'est le 10e nerf crânien. Et donc, il fait partie des 12 nerfs crâniens de la branche parasympathique. Donc, quand on parle de branche parasympathique, on englobe ces 12 nerfs crâniens. Quand on parle du nerf vague, finalement, souvent, on parle du système parasympathique en son entièreté, mais le nerf vague, c'est le plus important de ces 12 nerfs crâniens. Tu parlais de gratitude. J'écoutais un podcast américain ce matin qui disait qu'en fait, c'est un psychologue qui s'est intéressé justement à la gratitude et pourquoi on n'était principalement pas dans la gratitude, parce que notre cerveau, il est pas vraiment fait pour. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend du recul, c'est-à-dire que si on arrive à prendre le recul nécessaire, le fait de, par exemple, avoir plus de 30 ans, c'est une chance inouïe par rapport au reste de l'humanité, parce que très majoritairement, les humains ont vécu moins de 30 ans. Si on vit dans un pays qui n'a pas de guerre, c'est une chance inouïe, parce qu'en fait, dans la très grande majorité de l'humanité, les gens ont vécu sous période de guerre. Si tu gagnes plus de 30 000 euros par an aujourd'hui, ça veut dire que tu fais partie des 5% les plus riches de la planète. Mais pourtant, évidemment, donc tu peux avoir de la gratitude sur plein de choses qui t'arrivent même au quotidien. Je veux dire, déjà des statuts de naissance, et puis après des choses qui t'arrivent au quotidien. Et pourtant, on a tendance à se concentrer sur ce mec qui m'a fait la queue de poisson, ce que tu disais tout à l'heure, ou un truc qui t'arrive qui va être négatif, et on a tendance à se concentrer et donc à ne pas être dans la gratitude, lui. Donc toute son enquête, elle est sur ce manque de gratitude et pourquoi on est dans l'ingratitude finalement. Et il dit la même chose que toi finalement, c'est que quand tu es dans la gratitude, ça amène de la joie nécessairement. Oui, c'est ça. Ouais. Beaucoup plus facilement. Et je me posais la question de savoir... parce que tout ça relève de la même logique. Enfin, j'ai l'impression que ça relève de la même logique, c'est-à-dire d'un système nerveux ou d'un système de fonctionnement qui se concentre sur la peur, parce que c'est un cerveau qui est un cerveau reptilien quelque part, qui date d'il y a très longtemps et donc qui fonctionne avec des vieux fonctionnements par rapport à nos vies aujourd'hui. Ouais, des fois on parle de prendre sa vie en main. Moi, j'aime bien dire on va prendre notre survie en main avant, déjà. Parce que tu parlais de gratitude.
Moi, j'ai fait plein de boulot, j'ai fait plein de choses dans ma vie où, il y avait des moments où j'étais pas heureux, quoi. Et finalement, je sais pas toi, mais les seuls moments de gratitude, c'est quand j'arrivais le soir, je me couchais au lit et que je faisais, ah, là, on est bien, quoi. Hein, et limite, j'étais content, tu sais, que ma journée soit finie. Et c'est plus tard, après, où je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre, et je le comprends, hein, mais comment j'ai pu vivre justement en me disant vivement ce soir que je me couche, parce que c'est le seul moment où je peux justement aussi, à travers mon système nerveux, relâcher. Toi, j'ai plus besoin de vigilance à ce moment-là. Et parfois, il y en a qui continuent la nuit parce que la vigilance continue et ça m'empêche de dormir. Et le stress nous poursuit. Oui. Et c'est cette insécurité en permanence qui est liée à plein de choses, hein. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans notre passé, mais tout ce qui se passe aussi dans notre présent, tout ce qui est les situations d'impuissance, parce qu'il se passe plein de choses, mais on peut rien faire. Hein, donc on capte l'information d'insécurité, mais notre système nerveux, lui, ne peut pas réagir. Parce que l'insécurité, elle n'est pas présente là dans notre vie. Mais on sait qu'il se passe des trucs dans le monde. Et ça génère de l'anxiété. Et donc, c'est au moment donné où je peux être épuisé, arriver à la fin de journée, où là, c'est comme si c'est bon, je suis chez moi dans mon lit, je crains rien, je peux lâcher, quoi. Et c'est là où je vais me dire, ah, bah là, je suis bien. Ou vivement les vacances, ou vivement ce week-end. Parce que je suis plus confronté à des situations qui peuvent générer justement de l'insécurité et qui me maintiennent en mode survie constamment. Donc, c'est difficile d'avoir de la gratitude pour justement des moments où j'en ai pas, puisque je suis pas dans l'état où se trouve la gratitude. Hein, donc, en travaillant vraiment avec ce système nerveux, on peut même, à un moment donné, avoir de la gratitude pour les choses désagréables, parce qu'on sait que ça nous fait travailler, on sait que ça nous entraîne. Hein, et de rencontrer quelqu'un qui est détestable, moi, ça peut être un challenge pour moi, parce qu'il va entraîner mon système nerveux, quoi. Et ça me permet justement, voilà, j'ai un copain qui il appelle ça des anges déguisés en trou du cul, hein, et du coup voilà, ils nous challenge, mais ça nous permet aussi de travailler sur cette capacité à revenir au calme, et là on peut avoir de la gratitude pour plein de choses du coup. D'ailleurs, tu dis à un moment donné dans le bouquin que on a tendance à penser qu'il faut toujours s'entourer de personnes bienveillantes autour de soi, voilà, et que c'est pas forcément la meilleure idée. C'est dans ce sens-là que tu dis ça ? Ouais, comme je viens du monde du sport, je pense souvent des métaphores sportives. Et c'est comme si tu disais, finalement, ça serait quand même le foot, ça serait plus facile sans gardien de but, quoi. Pourquoi on n'enlève pas le gardien de but ? Toi, ça devient beaucoup plus facile. Et là, c'est pareil, c'est autant s'entourer que de personnes positives, voilà. Du coup, ça devient facile. Mais c'est jamais le cas. Hein. Tu mets 100 personnes positives sur une île, au bout d'une semaine, il y en a qui vont se dire non, lui, je l'aime pas trop. Et en fait, moi, je conseille toujours de dire quand tu vas pas bien, entoure-toi de personnes positives, parce que ces personnes-là vont ce qu'on appelle te co-réguler. C'est qu'elles vont t'aider à revenir au calme, parce qu'elles vont te faire rire ou elles vont te sécuriser, etc. Maintenant, quand tu vas bien, si tu veux entraîner ton système nerveux et du coup être plus fort, être plus flexible, justement, être plus adapté dans le monde, eh bien, confronte-toi à des choses qui peuvent justement te faire peur un peu, ou prends des risques, va voir Michel qui t'énerve pour parler avec lui, voir si on peut s'arranger, parce que je vais bien, donc j'ai l'énergie nécessaire pour pouvoir justement ne pas tomber tout de suite dans le mode survie, et où là je vais fuir, combattre ou me cacher. Donc c'est vraiment s'adapter en fonction de comment je vais là, pour pouvoir justement faire les choses qui vont aussi m'aider dans la vie. J'ai plein de questions. Hein. Tu as parlé de co-réguler. Ouais. C'est quoi la co-régulation et c'est quoi les différentes formes de co-régulation qu'on peut avoir ? Alors, la co-régulation, c'est un mécanisme qui est complètement naturel. C'est-à-dire que là, même à travers la voix, en fait, je suis en train de co-réguler les gens. C'est-à-dire que si moi, je suis dans un état de vagal ventral, eh bien, j'ai la capacité de transmettre mon système nerveux à l'autre. C'est-à-dire que les êtres humains communiquent avant la parole de système nerveux à système nerveux. Hein, c'est-à-dire qu'on va déjà ressentir la personne avant même qu'elle nous parle. Et ça passe par justement tout notre système nerveux et notamment notre voix. Notre voix, elle va changer selon l'état dans lequel je suis.
Hein, si je suis en mode sympathique, énervé, je vais pas avoir la même voix que si je suis calme, timide, tranquille dans mon coin et que je parle pas très fort. Et ça, notre système nerveux va le capter parce que notre système nerveux, c'est pas uniquement ce nerf vague, c'est aussi le nerf optique, c'est au niveau de l'oreille moyenne, il y a un nerf qui capte les sons, justement, les variations. On voit au niveau des visages, au niveau du comportement, au niveau de la respiration, on va capter tout ça. Et c'est tout ce monde invisible qui est passionnant, que l'on transmet entre nous. Alors, la co-régulation, c'est plutôt amener l'autre à se sentir en sécurité grâce à notre propre sécurité. Donc on peut le faire inconsciemment, ça c'est une première forme, mais on peut aussi le faire consciemment, c'est-à-dire se mettre dans cet état-là. Et moi, ça m'arrive de jouer à ça quand je vois une hôtesse de caisse qui fait un peu la gueule. Je dis hey, objectif, co-régulé, on va lui décrocher un petit sourire. Et t'arrives avec un grand sourire, hey, bonjour, comment ça va, pas trop difficile. Et puis le but, voilà, c'est qu'elle décroche un sourire, et là tu sais que son système nerveux, pendant un certain temps, a changé, elle commence à sourire, elle a oublié ses soucis à ce moment-là, et puis une fois que t'es parti, elle va revenir dans ses soucis. Ok, c'est naturel. Hein, mais c'est important, voilà, de se dire ça, parce que ça marche aussi dans le sens inverse, déréguler. Hein, et je sais pas si ça nous arrive à tous, de toute façon, parce que des fois je dis je sais pas si ça t'est arrivé, mais si, bien sûr. Oui, mais en fait si. Hein, on est tous humains. Quelqu'un qui est énervant, tu vois, hein, quelqu'un, il m'énerve. Bien sûr. Quand on dit ça, il m'énerve. En fait, il me dérégule. Hein, vu que, ou les enfants qui courent partout, ils m'énervent. Mais parce qu'en fait, on est en train de capter leur état de sympathique, là, d'agitation, alors que nous, on va être tranquille au calme, et du coup, ça vient nous déréguler, et on va rendre les autres responsables de ça. Et ouais, ça prend plus ou moins longtemps. Oui, exactement, voilà. C'est là où, tu vois, revenir au calme. Comment on fait pour remodeler son système nerveux autonome ? Qu'est-ce que c'est peut-être d'abord le système nerveux autonome, et comment on fait pour le remodeler ? Comment on fait pour changer, enfin tu vois, pour stimuler son nerf vague, justement, pour retomber dans cette phase parasympathique ? Donc finalement, le système nerveux autonome, il va être avec le parasympathique d'un côté et le sympathique de l'autre. Et si on prend les études de Porges, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va y avoir, comme on en a parlé un peu, le vagal ventral, l'état dans lequel je suis en sécurité, l'état de sympathique, où je peux fuir ou combattre, donc dans l'agitation. Et puis on a un autre qui s'appelle le vagal dorsal, qui est lui totalement un état d'inhibition, de figement, quand je bouge pas ou que je suis vraiment une première réaction qu'on peut avoir, par exemple, s'il y a un grand bruit derrière toi, tu vas peut-être te figer. Parce que ton système nerveux, et on a besoin, nous, de voir ce qui se passe, quoi, pour savoir si je dois fuir, combattre, ou si je dois rester caché, ou revenir au calme. Et donc, déjà, c'est d'avoir la connaissance qu'on passe des milliers de fois par jour par ces 3 états. Donc, le but, c'est pas d'être toujours en ventral, en sécurité, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, moi, je préfère le ventral. En fait, il a l'air plus sympa que les autres. Si je peux rester dans la joie, l'amour, la compassion, la gratitude tout le temps, ça peut être sympa. Mais non, parce qu'on va avoir aussi besoin des autres. Il y en a pas un qui est positif ou négatif, ou qui soit adapté. C'est-à-dire que parfois, se cacher, c'est très bien. Ça permet de nous préserver. Ça permet aussi, quand on le choisit, par exemple, de faire de la méditation. On est immobile, on bouge pas. Hein. Le dorsal, c'est l'immobilité. Et ça permet de se recentrer, de faire tout ce qui est travail introspection, tout ça. Donc, c'est très bien, cet état de dorsal, quand il est adapté pour ça. Et puis, le système sympathique, il peut être très bien adapté quand je dois passer à l'action, quand je dois me mettre en mouvement, quand je dois fuir une relation qui est malsaine. C'est génial, la fuite, à ce moment-là, ça devrait nous aider, justement. Hein, et donc, c'est important de comprendre qu'ils sont tous adaptés. Et pour les entraîner, on va d'abord commencer par notre état de sécurité, donc par ce nerf vague ventral. Et pour ça, le but, c'est de revenir le plus souvent dans une physiologie justement de calme et de repos. Et c'est en entraînant, comme un muscle, en l'entraînant, qu'on va avoir la capacité à revenir de plus en plus rapidement au calme. Et ça, on appelle ça la flexibilité vagale ou le tonus vagal. Et donc, c'est vraiment comme un entraînement. Il y a des exercices ? Pardon, il y a des exercices. Ouais. Toi qui viens du sport, justement. Eh oui, oui. C'est quoi l'entraînement ? Pour passer de la théorie, parce que moi, souvent, je vois beaucoup de gens qui sont dans la théorie, en particulier pour la partie développement personnel, mais qui n'intègrent pas. Donc, en fait, la question, c'est comment j'intègre ? En fait, comment je fais ? Là, c'est clair que juste la théorie, c'est bien, tu sais, mais... ça a l'air intéressant. Tu as une plus grande conscience de ce qui se passe, mais la pratique, c'est ça qui va t'aider vraiment parce qu'on parle de physiologie, donc il n'y a pas le choix que de pratiquer. Maintenant, tout ce que je vais donner comme exercice, la majorité des gens vont dire « Ah, mais je connais !» Hein, la différence, c'est est-ce que je le fais ?
déjà, est-ce que je pratique, et comment je le pratique. Et on va voir ça aussi, c'est important, c'est la façon dont je le fais. Donc on a tout ce qui peut être, on a quatre voies d'accès à notre système nerveux. Je vais commencer par celui dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui va être plutôt le mental, à travers la visualisation. Quand je visualise justement quelque chose qui est agréable, eh bien, je vais revenir dans un état où j'étais à ce moment-là. Et si c'est un état de calme ou de joie, de partage, qui correspond à un état de ventral, eh bien, mon système nerveux va, lui, comme on ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va faire comme si la situation était maintenant. Et c'est important, il n'a pas la notion du temps aussi. Donc, lui, il fait en fonction de ce qui se passe là, maintenant. Donc tout ce qui va être du mode de visualisation sur des choses qui sont plutôt agréables. Donc ça peut être des choses du passé, des expériences qu'on a vécues, des souvenirs. On sait le faire. Enfin, quand je dis on sait le faire, c'est des choses qu'on connaît déjà. Donc ça, on peut passer par le mental. Le deuxième, on peut passer par la physiologie avec la respiration. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que si je vous dis la cohérence cardiaque, vous allez me dire, bah oui, je le sais, moi, je le fais. Alors, déjà, Tout le monde ne fait pas la cohérence cardiaque. Oui. Je crois pas. Non, mais les plus aguerris, voilà. Mais même d'autres vont dire, bah oui, je connais. Souvent, je dis, mais combien de fois tu le fais de temps en temps, quand ça va pas bien. Il faut pas le faire quand ça va pas bien, il faut le faire tout le temps. C'est comme, si je reprends une métaphore du sport, c'est comme si tu me dis, j'ai une grande compétition à préparer là, et tu fais une séance de muscu la veille, comme si toi ça allait te dire bah ouais, mais je l'ai fait juste avant, au moins ça va marcher. Non, faut faire des semaines de pratique pour pas que utiliser justement la cohérence cardiaque ou toute forme de respiration comme une ressource de bien-être, mais comme un entraînement. Ça ne devrait pas être justement suite à quelque chose où je suis pas bien, parce que sinon ça fait le rôle de pompier. Sur le moment, j'éteins le feu, mais le feu il va revenir. Donc Et tu peux donner justement un petit exercice de cohérence cardiaque pour ceux qui justement ne pratiquent pas. Alors, je vais même donner un autre qui est encore plus simple, parce que la cohérence cardiaque, c'est une respiration où justement on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes, et on fait ça pendant 3 à 5 minutes. Et ça permet Moi, de j'ai tendance à réguler. dire, c'est comme un carré, c'est-à-dire que tu respires 5 secondes, tu retiens ta respiration 5 secondes, Ça c'est une autre forme. Tu souffles 5 secondes. Ah, c'est encore une autre forme, pardon. Moi, c'est celle-là que j'utilise. En fait, il faut comprendre que quand on inspire, on stimule notre sympathique. Quand on expire, on stimule notre parasympathique. Donc là, la cohérence cardiaque, ça permet de réguler. On est 5 secondes, 5 secondes. Le but, c'est d'équilibrer les deux. Si on veut vraiment se relaxer, on peut faire des respirations où on inspire, 3 secondes et on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Du coup, on va freiner. Là, c'est vraiment si on veut complètement relâcher, par exemple, avant de dormir, ça peut être bien. Mais il y a une manière qui est toute simple de réguler, c'est 3 grands soupirs intentionnels. Parce que ça, notre système nerveux, il le fait naturellement. Combien de fois on respire jamais, on n'a jamais de soupir intentionnel. Quand on a un soupir, c'est parce que on vient d'échapper à quelque chose et voilà. Et en fait, notre système nerveux, il est en train de dire c'est bon, on peut revenir au calme parce que le danger est passé. Donc ça nous permet, ces 3 soupirs intentionnels, rien que ça, de pouvoir aussi réguler ce système nerveux et donc d'activer notre nerf vague. Donc ça, c'est tout ce qui est la branche, on va dire, physiologique. Donc on a vu avec le mental, au niveau physiologique. On a aussi au niveau mécanique. Voilà, par podcast, ça va être difficile de montrer les choses. Mais au niveau mécanique, il y a des choses très simples. C'est déjà rien que rendre plus flexible notre corps. Parce que lui, il a besoin de fuir, de combattre ou de se cacher. Donc il a besoin justement de pouvoir être en mouvement. Donc on a des exercices qui permettent de détendre le corps, mais il suffit de faire du yoga, du pilates, et pareil, régulièrement, pour pouvoir justement rendre flexible le corps, afin qu'il n'y ait pas des tensions. Parce que les tensions, sinon, elles viennent alerter notre corps que, j'espère qu'aujourd'hui ça va aller parce qu'on n'est pas en forme, si on doit courir ou si on doit se combattre, etc. Ne serait-ce que des tensions au niveau des cervicales. Nous, les ostéos connaissent bien cet exercice, j'espère, mais on a un petit exercice qui permet de détendre les cervicales, parce que si tu as du mal à tourner la tête, ça envoie une information au cerveau que tu peux pas voir les dangers, ou tu vas moins bien voir les dangers, comme les animaux en fait. Et donc ça envoie ce qu'on appelle du stress biomécanique. Et c'est comme si, on n'est pas prêt encore. Donc au niveau mécanique, c'est bien de pouvoir avoir des petits rituels chaque jour, que ce soit au début de la journée, mais aussi à la fin de la journée, pour détendre le corps.
Et puis le dernier. C'est quoi comme petit rituel, pardon, excuse-moi. Comme petit rituel, je te coupe. Vraiment, et même. Ça peut détourner la tête, par exemple? Non, après, tu peux, mais non. Tout ce qui est détendre, toutes les personnes qui travaillent sur un bureau et tout ça, souvent on dit c'est bien de se lever toutes les heures pour se détendre. Et là, ça a vraiment un but aussi de pouvoir se réguler ce système nerveux, parce que sinon on reste vraiment en mode tension. Et donc si on fait ne serait-ce que 3 grands soupirs, qu'on s'étire, qu'on bouge un peu, ne serait-ce que régulièrement dans la journée, et puis peut-être quand on a le temps, parce que à un moment donné, on peut pas non plus avoir pour tout le monde des routines d'1h30 chaque matin et chaque soir, parce que faut aussi s'adapter. Mais ne serait-ce que avoir des petits moments de stretching, de yoga, de pilates pour détendre, mais ne serait-ce que 5-10 minutes chaque soir ou chaque matin. Ceux qui font du sport, eh bien, allez-y, bougez, dansez aussi, ça peut être ça. Mais au moins de remettre le corps en mouvement. Et le rôle du bâillement, pardon, je te coupe avant la dernière, mais le rôle du bâillement, et on peut bâiller de manière intentionnelle aussi. Le bâillement, c'est une manière aussi de montrer qu'on régule le système nerveux. C'est-à-dire que c'est un moyen de pouvoir stimuler. C'est une information comme quoi notre système nerveux est en train de se réguler. C'est pour ça que souvent le bâillement, ça va être soit parce qu'on est fatigué, donc il se régule pour passer en dorsale tranquillement et s'endormir, ou aussi parce qu'on a besoin de sortir d'un stress ou d'une situation où on va bâiller, c'est un bâillement plus nerveux, mais pour se réguler, comme le soupir. Ça va avoir la même fonction à ce moment-là. Ok, très bien. Et donc, pardon, le quatrième... Le quatrième, c'est moi ce que j'appelle la voie plutôt de l'esprit, on va dire, c'est les méditations, la connexion à la nature, de pouvoir en fait se relier à quelque chose. Parce que notre état de vagal ventral, lui, il y a 2 maîtres mots qui sont lien et sécurité. Donc je peux être aussi en lien avec les autres, avec des gens qui me font rire, avec qui je me sens en sécurité, avec des animaux. Il y a de la musique aussi qui peut nous aider. Mais au niveau de l'esprit, c'est plus méditation, connexion avec la nature, mettre les pieds au sol, ressentir. Et là, ça va permettre justement au corps de pouvoir revenir au calme et du coup d'activer notre nerf vague. Est-ce que d'avoir les mains dans la matière... Donc de faire des choses avec ses mains, par exemple, j'imagine de la poterie, travailler la terre, travailler le bois, je sais pas, Est-ce que ça aide aussi ou pas? Oui, on va être en lien en fait. Dès qu'on est déconnecté, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans la tête, on n'est plus connecté à ce qui se passe autour de nous. Et être en lien, ça va permettre aussi de porter son attention sur quelque chose de précis, si ça doit l'être, et donc ça va aider à remettre son focus sur quelque chose du présent. Et non laisser notre système nerveux et notre tête aller vers ce qui est dangereux. Donc ça va nous permettre pendant un moment donné de garder focus sur quelque chose et en même temps d'être en lien avec ce qu'on est en train de faire. Je comprends. Tu parles à un moment donné de la douche froide. Ouais, je ne l'ai pas mentionné exprès. Et de la méthode de Wim Hof. C'est quoi l'intérêt de prendre des douches froides? Alors il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt simplement physiologique, on va dire, où quand tu prends une douche froide, t'as ton système nerveux sympathique qui s'active parce qu'il y a une vasoconstriction, ton corps il réagit, et donc pour retrouver ensuite son équilibre, eh bien il est obligé de faire appel au parasympathique et du coup de revenir au calme, de retrouver un équilibre. Donc du coup indirectement tu vas stimuler ton nerf vague par une compensation. Et puis le deuxième, qui est pour moi le plus intéressant, c'est que notamment pour les personnes qui n'aiment pas faire des douches froides, c'est qu'au moment où on a tous vécu, c'est pareil, tu prends ta douche chaude, t'es bien, et puis tout d'un coup, il y a ton conjoint qui allume ce robinet de l'autre côté et qui te fait de... C'est ça. Et là, tu as le choix dans les 3 réactions. Ça peut être du sympathique agressif, où tu gueules, et ça peut être le sympathique fuyant, où déjà tu fuis le jet d'eau. Et ça peut être l'inhibition où justement là tu dis j'en ai marre, tu restes limite figé sous l'eau froide et tu subis quoi. Et quand on nous-mêmes on choisit de faire une douche froide, eh bien il va y avoir ce système nerveux qui va s'activer et c'est là où c'est intéressant d'observer ses pensées parce que à ce moment-là déjà on va se dire mais pourquoi je m'inflige ça déjà et j'ai fait ça dimanche donc je vois très bien. J'ai fait un bain froid carrément. Ouais voilà tu vois. Que... Ensuite, on va rentrer, on n'a qu'une envie, c'est de fuir parce que c'est froid, donc il faut qu'on s'habitue. Et il faut prendre en fait l'exercice comme l'eau froide et comme étant une agression. Ça va agresser notre système nerveux parce que c'est ça qui va être intéressant.
Et finalement, on peut fuir, c'est-à-dire juste mettre un petit peu et puis mettre un peu plus chaud, tu vois. Non, mais là, c'est déjà bien, trouver des excuses. Ça, c'est notre sympathique fuyant qui veut éviter, s'échapper. Notre sympathique agressif, ça peut être, du coup, on choisit d'être sous l'eau froide, mais en mode guerrier, quoi. Et là, je résiste, je tends tous mes muscles, là, jusqu'à temps que c'est bon, je l'ai fait, mais j'ai quand même subi. Et puis l'inhibition, c'est soit je le fais pas, non, j'ai pas envie, ou soit je reste en dessous, mais je suis frigorifié, quoi, et je subis totalement le froid. Et là, le but, c'est notamment à travers la respiration, de pouvoir faire comprendre à mon système nerveux que je suis pas en danger. Si je reste des heures sous l'eau froide ou à 0 degré, oui, je peux mourir. Donc lui, tout à l'heure, je disais, il n'a pas la notion du temps. Et donc, il ne sait pas combien de temps on va vivre cette expérience d'agressivité. Donc, c'est lui faire comprendre qu'on est en sécurité. C'est là où on reprend notre survie en main, à travers la respiration, tranquillement. Et c'est là où ça peut devenir agréable même. Et du coup, on a froid, mais on ne le subit pas, le froid. Ce qui fait que ça nous amène à en profiter et même à y rester plus longtemps que prévu et à en redemander même. Comment on fait pour découvrir son état dominant de survie, justement? Parce que tu parles un petit peu de ça, mais... Alors, il y a déjà, c'est vraiment l'observation. C'est-à-dire, il y en a, pour certains, ça va être flagrant. C'est-à-dire, ceux qui sont en vagal dorsal, par exemple, c'est des personnes qui vont être timides, réservées, qui se cachent. Moi, c'était mon cas avant, qui parlent pas fort. Plutôt introverti. Ouais, voilà, c'est ça, introverti. Il faut pas être visible. Donc le dorsal, lui, si on prend les animaux, ça va être une souris, ça va être un caméléon, ça va être des animaux qui doivent pas se rendre visibles parce que ce sont des proies. Alors nous, on n'est ni proie ni prédateur, mais à travers les expériences de notre vie... Ça dépend pour qui. Oui, c'est clair. Mais normalement, on est fait pour être ni proie ni prédateur, mais au fur et à mesure de nos expériences de vie, on a tendance justement à adopter un dominant qui nous protège plus que les autres. Donc tous ceux qui sont plutôt timides, réservés, introvertis, ils vont être à dominant vagal dorsal. Tous ceux qui sont plutôt en mode combat, toujours guerrier, avoir besoin d'énergie tout le temps, donc du sport, parce que s'ils n'ont pas d'énergie, ils peuvent pas combattre. Donc leur but, eux, c'est d'être tout le temps en énergie et de pouvoir souvent parler fort, s'imposer. Ça va plutôt être les sympathiques agressifs. Moi, j'ai donné des termes anglais à ça. Le sympathique agressif, c'est le fighter, j'appelle ça. Voilà. C'est toujours no pain, no gain, n'abandonne jamais. Tu vois, c'est le guerrier, le combat, et on y va. Et puis, le dorsal, lui, j'appelle ça le hider, c'est celui qui se cache. Et puis, entre les deux, il y a le sympathique fuyant qui est le dreamer. C'est celui qui s'évade, qui s'échappe. Alors, dans le développement personnel, c'est génial parce que, du coup, on nous donne la possibilité de nous évader, nous échapper à travers des méditations, des choses qui nous permettent de nous couper, de ce qui est désagréable. Mais le but, c'est pas de se couper de ce qui est désagréable, c'est d'être à l'aise avec ce qui est désagréable, parce qu'on va pas fuir tout le temps. Donc, c'est comme ça qu'on peut retrouver nos états dominants. Et puis, peut-être certains, il y en a, c'est très flagrant, et puis d'autres, ils vont dire, je me retrouve dans deux. Et ça, on appelle ça des boucles. On tourne de l'un à l'autre, et ça permet de mieux se connaître à ce moment-là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un système qui est préférable à d'autres? Aucun. En fait, il faut que ça soit adapté. Non. Ouais. C'est-à-dire que, oui, le sympathique agressif, il va dire, non, le dorsal, là, c'est un mou, il bouge pas, il faut le bouger. Alors que le dorsal, lui, il va dire, mais je vois pas pourquoi tu te bats tout le temps. Et tranquille, calme, on n'a pas besoin de dépenser autant d'énergie. Et en fait, c'est vraiment de pouvoir, justement, avoir ce qu'on appelle cette flexibilité vagale ou tonus vagal, c'est cette capacité de passer d'un état à un autre quand il en a besoin. Des fois, je vais avoir besoin de me battre, et même si je me fais agresser, parfois, il faudra que je me défende. Parfois, il faudra que je fuis. Justement, si je me fais agresser, il vaut mieux que je fuis. Parce que si je reste en boule devant la personne, c'est pas adapté. Ou si j'essaie de lui tendre la main en disant hey, on fait la paix, c'est pas très grave, je t'en veux pas si tu m'attaques. Non, je risque de mourir. Donc, parfois, fuir, c'est important. Et même parfois, s'évader de temps en temps, c'est important aussi. On peut pas régler le problème pour le moment, mais on a peut-être besoin, à un moment donné, de se faire du bien. Et il faut faire en conscience. Parce que sinon, à un moment donné, ça devient aussi le jeu des addictions. C'est-à-dire que c'est aussi ça le rôle des addictions. C'est de nous donner l'illusion qu'on est en ventral pendant le moment où on est en train justement d'être dans son addiction, parce que on a l'impression qu'il se passe des choses, qu'on se sent bien et tout ça. Donc il faut vraiment que ça soit adapté. Et puis comme je disais parfois, le dorsal, ça sera adapté, d'être dans son coin, tranquille. Imagine le nombre de personnes qui n'arrivent pas à se reposer.
justement les sympathiques là. C'est bien des fois de se reposer parce que ça évite justement de finir par un burn-out ou quelque chose une blessure ou quelque chose qui nous freine. Donc c'est important de pouvoir s'adapter et ne pas juger justement ces états. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est intéressant ce que tu dis sur les addictions, c'est-à-dire qu'en fait quand tu es addict à des substances, on va dire, c'est parce que tu vas, en fait, t'es en sympathique et tu vas aller vers le parasympathique. Enfin, tu vas aller vers. La conséquence, ça va être ça. C'est-à-dire que la conséquence chimique, ça va être que je vais avoir de la dopamine ou de l'ocytocine, des choses qui me permettent, de ressentir l'expérience de bien-être. Mais par des produits néfastes ou des comportements néfastes, et surtout des comportements dans lesquels je suis addict, c'est-à-dire que mon bien-être est conditionné par ça. Donc si je l'ai pas, je me sens mal. Alors que le but, c'est pas d'aller bien. Le but, c'est de se sentir bien, peu importe la situation. Ça veut pas dire que je vais me sentir bien tout le temps, même si j'ai une grosse emmerde. Je peux être triste dans mon coin et pas bouger pendant une journée parce que je sais pas quoi faire, et c'est ok. Mais je peux aussi et je dois surtout accepter que ça puisse arriver, parce que ça m'arrivera. Dans ma vie, je vais être triste, je vais être déçu, je vais être frustré, je vais avoir de la honte, je vais me sentir impuissant parfois, ça va arriver. Donc comment je peux m'entraîner à être plus à l'aise avec ce qui arrive afin de mieux y répondre, plutôt que d'espérer que ça n'arrive pas et d'essayer de m'échapper, de combattre ou de me cacher pour pas être confronté à ça, quoi. Et alors, quand j'ai lu le livre, j'ai noté un lien entre les théories de l'attachement et nos états de survie. Oui. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Je ne sais plus si j'en parle dans le livre ou si c'est toi qui as fait le lien. Je ne suis pas sûr, je pense que c'est moi qui l'ai noté. Okay. Je pense que c'est moi qui ai fait le lien. Je ne pense pas que tu l'expliques comme ça. C'est quelque chose en plus que je donne en formation, mais là, toi, c'est pour ça que je dis, tiens, j'ai... Donc oui. Tu vois, j'ai fait le lien tout seul. Super, en fait, oui, à travers les liens d'attachement, c'est aussi comment on crée du lien au monde, aux autres, quand on arrive dans ce monde, comment on va créer ce lien-là. Et notre système nerveux va être cette plateforme de lien. C'est-à-dire qu'on va avoir ces 4 liens d'attachement. On va avoir un lien qu'on appelle sécure, justement dans lequel je vais avoir tendance ensuite à avoir la capacité d'utiliser mon vagal ventral facilement, de revenir au repos, parce que je sais que le monde est sécure et que mes parents, mon environnement m'ont offert cette possibilité de retourner en sécurité. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la colère et tout ça, mais derrière, on peut revenir en sécurité. Donc, je grandis en me disant, ça peut arriver des colères, des trucs un peu négatifs, on va dire, mais j'ai appris qu'on pouvait revenir en sécurité, donc c'est cool, ça me sécurise. On va être ensuite le lien d'attachement qui va être là, le premier on l'appelle organisé, sécurisé. Le deuxième on l'appelle justement organisé, ambivalent. Et là, on va être plutôt dans un mode de sympathique, parce que je dois me méfier. C'est l'ambivalence, c'est un jour c'est cool, un jour c'est pas cool. Un jour c'est cool, un jour c'est pas cool. Et donc j'apprends que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Donc je vais maintenir de la vigilance pour être prêt à, quand ça va pas bien, de pouvoir réagir. Et donc je vais grandir avec justement un système nerveux qui est plutôt en mode sympathique, pour justement être en mode vigilance. Et puis ensuite on a l'organisé évitant, où là je vais plutôt être dans mon coin. Peut-être que mes parents m'ont laissé à regarder la télé tout seul. Donc là je vais plutôt être dans un mode dorsal, où je vais avoir l'habitude d'être isolé dans mon coin. C'est pas négatif, c'est juste que il faut que je m'en serve intelligemment et que je développe les autres surtout. Et donc là, je vais plutôt être en mode dorsal. Et puis il y a le dernier qui est désorganisé, où là, ça va créer en fait un système nerveux très anxieux, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Et donc, je vais passer par ce qu'on appelle par tous mes états, et je vais plutôt être en mode sympathique, dorsal, ça dépend, de faire des boucles entre les deux, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui peut arriver à tout moment, et c'est jamais la même chose, jamais au même moment. Donc ça va créer ensuite un système nerveux anxieux. C'est quoi les critiques que tu entends de manière assez régulière sur cette approche du nerf vague, et comment tu aimes y répondre ? Alors, une des choses qui peut être difficile pour certaines personnes, et du coup ça amène des critiques, c'est justement le rôle du cerveau là-dedans. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, mais merde, j'ai mon cerveau quand même. Et finalement, de pouvoir dire, mais alors, je vais t'en dire une autre après. Mais ce cerveau, il a aussi son importance. Oui, on va s'en servir, bien sûr. Mais
de dire mais non, tout vient de ma tête. Puisque c'est là où j'ai conscience de tout. Et c'est ça, en fait, qui... Le centre névralgique. Bah oui, c'est ça. Et t'as entendu le mot que t'as dit, névralgique, de névralgique, nerf, volontairement. Bon, ça va. Mais il y a ça, et je viens des neurosciences. Et au début, il m'a fallu du temps pour faire le lien entre les deux, toi. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Les deux sont bidirectionnels, communiquent des deux côtés. Donc souvent, voilà, c'est les gens qui ont tendance à revenir dans leurs pensées, leur mental, leurs histoires, et avoir du mal à retourner vers le corps. Ça peut arriver aussi que c'est des personnes qui soient dissociées, donc dissociées de leurs sensations, et du coup, ils se pensent que tout se passe dans leur tête, parce que c'est là où ils ont la conscience qui est présente. Ça, c'est une chose. La deuxième, je l'ai oublié, je crois. Ça arrive. La deuxième, c'est ça peut pas être aussi simple. Tu vois, parce que tout d'un coup, on passe des neurosciences avec 60 000 pensées, tout ça, et là, à 4 états. 4 états qui sont le vagal ventral, sympathique agressif, sympathique fuyant, sympathique dorsal. Et là, je reprends une phrase, je crois que je l'ai mis dans le livre, ouais. Je reprends une phrase de Deborah Dana, ma formatrice, qui dit tout le temps, elle dit c'est simple, mais pas facile. Donc oui, c'est simple, mais c'est pas facile, parce que du coup il y a tellement d'interactions qui se passent que parfois on va se faire avoir par nos états et je vais même pas me rendre compte que je suis en insécurité. Et en fait c'est tout ce travail-là de ressenti, de revenir au corps, qui va me permettre, à travers ce qu'on appelle la neuroception, cette capacité justement à permettre à mon système nerveux d'envoyer les informations, de les capter, de savoir où j'en suis, me réguler. Et ça prend un peu de temps, c'est un entraînement, mais qui permet ensuite de vraiment développer cette sécurité. Et pour ressentir là où on en est, du coup, c'est en observant son corps ou c'est en observant ce qui se passe dans sa tête? Parce que naturellement, j'aurais pas tendance à penser qu'il faut observer son corps, mais c'est pas si simple à faire. Bah oui, c'est pour ça, les deux, en fait. Il y a tes pensées, tes émotions, tes sensations et tes comportements. Tu peux te fier à tout ça. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on disait, voilà, la pensée « je suis nul », ça appartient au vagal dorsal. Si j'ai une émotion de honte, ça appartient au vagal dorsal. Si j'ai une émotion de colère, ça appartient au système sympathique agressif. Si j'ai une émotion d'amour, je suis en ventral. Donc, c'est que des références qui vont me permettre de savoir quelle expérience je suis en train de faire. Si j'ai une sensation de légèreté, je me sens bien, j'ai une respiration qui est ample, ça veut dire que je suis en vagal ventral. Si j'ai une respiration qui est quasi inexistante et que parfois j'ai tendance à reprendre une grande respiration, c'est que j'étais en dorsal à ce moment-là. Et si j'ai une respiration saccadée, c'est que je suis plutôt en mode sympathique. Et donc on va avoir tous ces repères qui me permettent de savoir où j'en suis afin de pouvoir me réguler, justement, me dire tiens, c'est peut-être le moment que je me bouge parce que là je suis en mode apnée un peu, c'est peut-être le moment que je me pose parce que là je suis en mode à fond depuis un moment, donc je vais me poser, et puis tiens, c'est peut-être le moment que je regarde des photos que j'aime bien, ça va me permettre d'avoir des petits sourires ou de me connecter à un ami que j'appelle ou de sortir, respirer, prendre l'air, ça va me reconnecter à mon ventral et hop, je l'entraîne. Et après, je vais retourner dans mes problèmes, c'est ok, il y en aura tout le temps, mais ça me permet de pouvoir réguler ce système nerveux et plutôt que de subir et d'encaisser tout ce qui se passe et à la fin de la journée d'en avoir marre, quoi. Typiquement, quand tu dis grande inspiration, c'est des choses que je fais de manière assez étonnante. Enfin, étonnante, ça m'étonne moi-même, je veux dire. Alors, je me vois en train de faire... Je sais même pas d'où ça vient, mais j'ai besoin de le faire. Et du coup, quand tu fais ça, ça veut dire qu'il faut que tu bouges, c'est ce que tu disais. Ou en tout cas que tu... Ouais, c'est ça. C'est vraiment, toi, t'as besoin d'oxygène, quoi. Donc, on se lève, on bouge. Et puis, après, voilà, c'est d'avoir un ensemble de ressources aussi qui me mettent en ventral. Je disais, il y a de la musique, des animaux, des gens, la nature. Il y a plein de choses qui peuvent nous mettre en ventral. Il faut les utiliser. Donc, c'est important, de pouvoir les utiliser. Et quand on fait toute la liste, on se rend compte qu'on en a plein, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la conscience de le faire. Mais parce qu'on n'a pas la conscience de l'état dans lequel on est. C'est quoi la question qu'on ne pose jamais et qu'il y bien qu'on te pose sur la question du nerf vague? Enfin, sur le sujet du nerf vague de manière générale. On m'a posé beaucoup de questions déjà. Oui, j'imagine. La question qu'on ne te pose pas assez souvent. Ou la question qu'on ne se pose pas assez souvent. Alors, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une réflexion. C'est-à-dire que pour moi, ce travail-là, il est pas. On parle des fois de développement personnel, et le mot
personnel, alors oui, on va le faire pour soi, mais comme on parlait tout à l'heure, on va aussi avoir cet état de co-régulation. Et du coup, on va partager nos états. En fait, c'est de se rendre compte que finalement, quand on est en interaction avec d'autres personnes, on communique. De toute façon, on ne peut pas s'empêcher de communiquer. Donc, quand on fait ce travail-là, c'est aussi pour aider les autres. Sans s'en rendre compte, on va aider les autres à se sentir aussi plus en sécurité en notre présence. Et c'est vraiment de se dire, si je le fais, ce travail, c'est pas juste pour moi, pour aller bien, il va y avoir un impact sur ma famille, sur mes enfants, sur les gens autour de moi, et c'est ça qui est important de comprendre et de se dire, tiens, dans cette démarche, finalement, elle est pas personnelle, elle est collective, et ça vient vraiment de l'univers de Stephen Porges, de Deborah Dana, de se dire, mais notre rôle, c'est de rendre le monde plus sécure, et on a besoin de chacun d'entre vous, quoi, pour le faire, et de se dire, mais c'est pas un travail de développement personnel, c'est un travail de développement collectif en ayant conscience qu'on a tous ce système nerveux et qu'on peut tous apporter les uns aux autres en fonction de l'état de chacun. Et c'est marrant quand j'ai des couples ou des personnes qui font la formation, eh bien, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils s'entraident. Hein, ils reconnaissent l'état de l'autre. Ils disent, t'es en sympathique là, il va falloir que tu calmes un peu. Ou, tu sais, quand tu t'engueules là, moi j'avais plutôt de nature dorsale, ma femme était plutôt de nature sympathique. Donc les engueulades, c'était marrant. Hein. Elle criait et puis moi je bougeais pas ou je sais pas. Et aujourd'hui, ça nous permet très vite de attends. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça sert à rien qu'on s'agresse. On va dire des choses qu'on pense pas. Si, en mode sympathique, on le pense. Hein, mais quand on change d'état, on va dire non, je le pensais pas. Mais dans le mode agressivité, oui, on le pense. Donc, c'est vraiment aussi de pouvoir vivre entre nous en sécurité et apporter à chacun cette sécurité qu'on a besoin. Il y a une phrase que tu utilises dans le livre au tout début, je crois que c'est dans les premières pages, et ça peut être une critique qu'on peut faire, je sais pas, tu vas me dire. Tu dis c'est scientifique mais on peut pas le prouver. Ah oui, alors, en fait, c'est souvent pour expliquer, toi, ça pouvait faire partie des critiques où des gens, et ça arrivait avec mon beau-frère, notamment au tout début, tu sais, où t'es emballé par ça, je viens de faire la formation de 3 jours, et waouh, j'ai découvert plein de trucs, et là, je lui parle de la théorie polyvagale, et il me dit, oui, mais c'est une théorie, ça n'existe pas, c'est de la théorie, et tout de suite, je savais pas ce que voulait dire théorie dans le monde scientifique. Et moi, j'ai tendance à toujours aller chercher. Et théorie, dans le monde scientifique, c'est quelque chose qui se répète, mais qu'on ne peut pas mesurer, comme la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple. Et des fois, quand on parle de théorie polyvagale, eh bien, oui, on va me dire, c'est de la théorie. Non, dans le monde scientifique, c'est quelque chose qui se répète, qu'on observe, mais qu'on ne peut pas mesurer. Et donc, c'est pour ça que dans le monde scientifique, il y a certaines personnes qui vont être contre ce mode-là. Ils vont se dire, non, mais tant qu'on ne peut pas mesurer, c'est que ça n'existe pas. Ok, je comprends. Mais donc, du coup, c'est une critique que tu peux facilement désamorcer, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand on parle de psychologie clinique, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur le terrain, ce qui se passe. Je m'en fous de savoir qui a raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça t'aide dans ton quotidien, et on parle de nerfs. Alors après, il y a Stephen Porges, bien sûr, a fait plein d'études pour montrer le fonctionnement de ce système nerveux. Mais après, tu peux avoir, et comme dans tous les domaines, des scientifiques qui vont dire oui, mais non, parce que en fait, ok, si tu veux. Très bien. Merci beaucoup, c'est top. Le podcast s'appelle Vlan, donc je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ouvrir la porte justement au corps pour les gens qui parce que c'était mon cas, moi j'étais un cerveau sur pattes en fait, mon corps me servait à transporter mon cerveau. Bien que sportif. Et voilà, ouais. Et mon corps il me servait juste dans le sport, tu vois, et c'était le corps moteur. Mais vraiment d'ouvrir à la vie qu'il y a dans le corps. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps et qui sont à l'origine de nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos croyances. Les traumas sont dans le corps. Il faut s'intéresser justement à ce corps, au fascia, au système nerveux, à toute cette vie qui est dans notre corps, parce que ça peut vraiment aider notre cerveau à orchestrer justement des réponses. Donc c'est d'ouvrir la porte justement à ces sensations que l'on a. Ça peut faire peur parfois, parce que ces sensations peuvent apporter des douleurs ou des choses comme ça, mais c'est pour ça qu'en étant en sécurité, on peut ouvrir cette porte-là et ça aide grandement. T'es allé observer du côté de ce psychologue qui s'appelle Reich,
Tu connais Non. peut-être, je sais pas hein, d'ailleurs, non, qui a fait toute cette théorie justement sur le corps. En fait, il y avait 2 étudiants très connus de Freud qui étaient Jung sur les dark side, l'ombre, etc. Et puis de l'autre côté, Reich sur le corps. C'est pour ça que je te posais la question. Mais si t'as pas étudié, ça peut être intéressant d'aller voir, tu verras, c'est hyper intéressant. Entre autres, j'avais reçu comme Thierry Johnson, qui avait fait un bouquin qui s'appelait La posture juste, donc il y a un épisode du podcast où on parle de Reich et donc de la posture et de ce que ça veut dire sur ton état mental intérieur, etc. Ton état mental, pardon, intérieur, forcément. Mais quand je t'écoutais, je me disais, tiens, ça me fait très penser à Reich. Je ne sais pas si tu t'es intéressé à la question, mais je pense que tu vas adorer cet univers invisible, finalement. Complètement. Ouais, carrément, Complètement. Génial. Merci beaucoup, Ludo, c'était super. Et fermé aussi, tu m'as dit. Vas-y. Ah oui, c'est ouvrir ou fermer, mais tu peux faire les deux, effectivement. Pardon, non, mais tu peux faire les deux, vas-y. Je te laisse libre de claquer une porte. L'abondance. Et en plus, je dis ça, mais je laisse venir parce que j'ai aucune idée de ce que je vais dire. Hein, mais à quoi je pourrais fermer ? J'ai pas envie de fermer, en fait. J'ai envie de laisser ouvrir. Ah voilà, tu vois. Exactement. J'avais deviné. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.